chaîne de commercialisation. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous reveniez sur ce que nous entendons par chaîne de commercialisation, vu que votre sujet porte sur la chaîne de commercialisation. Et merci. Donc, je ne sais pas si cette clarification a été faite au préalable, mais en tout cas, je pense qu'à ce stade où nous sommes, il faut que ce soit clair, que nous puissions apprécier le rendu de ce travail qui a été fait par le cabinet. Deuxièmement, on peut regarder aussi au niveau des attentes par rapport aux objectifs de l'étude. C'est peut-être la prochaine de commercialisation, le terme peut être dit ainsi, mais en termes de résultats attendus sur les objectifs, est-ce qu'il y a certains éléments qui peut-être rentrent dans la prochaine des valeurs? Donc, c'est des choses qu'on peut regarder, mais je pense que forcément, il faut cette clarification pour qu'on soit tous à l'aise, je pense. On dit sur la question du DG de l'OCPV, il dit que sa question est pertinente. Sa question est pertinente. Sa question est pertinente. Normalement, dans la présentation, nous ne devrons pas arriver à ce niveau de débat. Non, on ne peut pas parler de chaîne de commercialisation sans regarder les valeurs. Parce qu'en réalité, une étude, c'est de regarder les activités. En regardant les activités, nous pouvons voir les valeurs et puis en même temps savoir ce que nous devons ajouter sur ces valeurs. La préoccupation, comme ils ont fait, le cabinet a fait le terrain, voilà, c'est véritablement nous dire au cours des enquêtes, voilà, qu'est-ce qu'ils ont pu voir comme activité et puis toutes les tendances qu'ils ont pu découvrir, c'est de partager avec nous, comme nous sommes à une séance de validation, consolider tout ce qu'ils vont évoquer, de sorte à ce que le document, à la fin, soit un document solide. L'approche chaîne de valeur, nous la comprenons très bien. Et moi-même, je suis enseignant de cette approche-là. Donc, je comprends très bien l'approche chaîne de valeur. Mais encore une fois, une étude ne vaut que par les thèmes de référence. Une étude ne vaut que par les thèmes de référence. Et c'est selon les thèmes de référence que la méthodologie se conçoit. On ne va pas aller concevoir une méthodologie en dehors des thèmes de référence. Donc, monsieur le directeur de l'OCP a bien précisé, et vous avez vu les objectifs que nous avons affichés. Ce sont bel et bien ces objectifs-là qui sont dans les PDR et qui sont dans le rapport et qui ont été à la base de la méthodologie. Donc, souvent qu'on ne met pas le débat, on ne prise pas le débat à ce niveau. Nous connaissons très bien l'approche de valeur et ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà. Il faut que nous puissions nous dire, la notion de chaîne de valeur est entrée dans notre discours avec Michael Porter. Sa réflexion, c'est une réflexion stratégique. Donc, quelle que soit l'industrie, vous n'êtes pas capable d'appliquer l'approche chaîne de valeur. Mais notre industrie ici, c'est quelle industrie? Il s'agit de la commercialisation. Donc, nous devons commercialiser les produits agricoles. Alors, nous allons appliquer maintenant la réflexion chaîne de valeur, mais avec comme loup la commercialisation. Donc, vous allez certainement trouver à l'intérieur les différents acteurs et les interactions entre eux, leurs activités, mais l'analyse ne sera pas faite dans la même réflexion, comme si nous étions en train de regarder dans un autre regard. S'il y a quelqu'un du CNRA ici, si la personne du CNRA dit, bon, moi je vais regarder l'industrie de la recherche dans l'aspect vivrier, il va regarder sur chaque acteur quel est l'aspect recherche, quelle est la valeur qui y entre. Cette valeur-là, elle peut être quantitative, elle peut être qualitative. Donc, ce que vous avez dit est vrai, l'approche chaîne de valeur, on l'utilise. Mais seulement, la façon dont nous allons l'interpréter va être différente en fonction de l'industrie et en fonction de l'objectif que nous visons. Je pense que nous pouvons considérer que cet espace est pour réfléchir, mais réfléchir en nous disant le commanditaire, celui qui va utiliser le travail à la fin,
c'est l'OCPV. Et l'OCPV a besoin qu'on lui dise, par rapport aux interactions dans la chaîne de commercialisation, quels sont les points en force, en faiblesse, quels sont les leviers sur lesquels il peut agir pour ajouter de la valeur dans l'action de la commercialisation. Je pense que là, je vous propose que nous puissions poursuivre et puis au fur et à mesure, on va échanger et enrichir le travail qui a été fait. J'ai juste une observation à faire. Dans la présentation, le chef de mission relativement au chapitre de l'identification des acteurs nous a ramené à la lecture du rapport. Je souhaiterais vraiment que le cabinet revoie la possibilité de nous présenter l'économie de l'identification des acteurs qu'elle a réalisée. Au cours de son intervention, le consultant a dit qu'ils ont défini les acteurs sur la chaîne de commercialisation. Alors, je souhaiterais avoir une idée de ces différents acteurs. C'est la première préoccupation. La deuxième, il a dit également qu'ils ont visité les marchés. Si ce sont les marchés traditionnels, pourquoi n'avez-vous pas visité les nouveaux canaux de distribution modernes que nous constatons au travers de la Côte d'Ivoire, tels que je vais citer rapidement, sans publicité, Carrefour, Socosé, Socopri, et vous constaterez que c'est toujours les multinationales. Pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Troisièmement, vous avez identifié les produits dans les deux régions, Becker et San Pedro. Comment comptez-vous faciliter la commercialisation de ces produits? Avez-vous pris en compte toujours la distribution des produits transformés? Là, j'arrive à la transformation. Je me pose quelques questions dans le diagnostic. Je m'intéresse particulièrement à la région de San Pedro parce que je n'ai pas beaucoup d'informations sur la région du Becker. Je voulais savoir si le consultant, parmi les acteurs institutionnels, a pensé à visiter le port autonome de San Pedro. Je pense que la chaîne de commercialisation est beaucoup plus globalisante et prend en compte la chaîne des valeurs. Parce que dans la chaîne de commercialisation, au finish, vous faites du commerce, c'est pour du profit. Et à la fin, nous devrons choisir des spéculations qui vont permettre aux producteurs d'avoir des revenus, vu que déjà dans vos critères, vous avez identifié les productions qui donnent plus, j'allais dire, de valeur ajoutée. Donc, dans votre étude, c'est sûr que vous devrez dégager les marges que chaque filière, en fonction des acteurs, permet d'avoir. Donc, pour moi, ça prend en compte la chaîne des valeurs. Pour nous, la commercialisation, ça commence par la collecte. C'est-à-dire le processus de collecte des produits jusqu'à ce que ce produit arrive chez le consommateur final. L'interconnexion qui existe bien sûr entre les différents acteurs. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc dans vos contributions, c'est de voir si l'étude prend en compte effectivement tout ce processus-là. Les questions de collecte, les questions de transport, les questions de groupage, les questions de conservation, la question même des prix. Il a indiqué tout à l'heure la circulation des flux. Vous avez des flux financiers, vous avez également des flux physiques de produits, et vous avez aussi des flux d'informations qui circulent. Donc je pense que c'est de tout ça qu'on va débattre. Les agro-transformatrices, elle a posé des préoccupations assez intéressantes. Comment ce projet va accompagner les agro-transformatrices? Et ensuite, les nouveaux canaux de distribution, comment cela a été pris en compte? Et comment nous avons pris en compte la transformation? Je pense que dans l'analyse qui est faite, on a touché tous les acteurs de la chaîne, du producteur, commerçant, transformateur. Et
Mais je voulais vous inviter à une petite patience, parce que dans les présentations qui vont suivre, on va aller dans les détails. Donc c'est cela. Il faut comprendre que le projet est inscrit dans une logique d'accompagnement. Le projet est conçu dans une logique d'accompagnement. Ce n'est pas un projet qui est conçu pour faire à la place des acteurs. Ce n'est pas un projet qui est conçu pour faire à la place des acteurs, mais pour accompagner les acteurs à bien faire. Et donc, jusqu'à la fin, vous allez vous rendre compte, même le plan d'action qui est proposé, c'est un plan d'action pour accompagner les différents acteurs. Sur la base des difficultés, des inefficacités qui ont été observées, il y a un plan d'action qui a été proposé. Et nous sommes là pour partager ces plans d'action, pour voir est-ce que ces plans d'action, c'est cohérent, est-ce que c'est adapté. C'est vraiment, moi je pense que le cœur de notre travail là, c'est vraiment à ce niveau-là. Mais c'est bon de comprendre le diagnostic qui est fait. Et le diagnostic a été à la base de l'orientation du plan d'action. Et donc je voulais un peu de patience sur certaines questions. Jusqu'à la fin, on va se comprendre. Au port de San Pedro, dans la revue de la littérature, on a lu les évolutions qu'il y a eu au niveau du port de San Pedro. Et il est dégagé que c'est devenu le premier port cacaoyer, n'est-ce pas, au niveau mondial. Mais au niveau des produits vivriers, ce n'est pas encore un acteur, n'est-ce pas, d'appoint. Par contre, on l'a dans la partie analyse de l'environnement, vous verrez qu'on a analysé effectivement dans la partie économique, vous allez voir qu'on a parlé du port de San Pedro comme un atout pour la région de San Pedro. Par contre, on ne l'a pas regardé comme un acteur dans la commercialisation des produits vivriers, simplement parce qu'il est beaucoup plus, pour le moment, très actif au niveau des produits de rente, normalement dans la région de San Pedro, c'est pour cela. Sinon, voilà. Maintenant, concernant l'identification, on a abouti à une méthodologie qui a dégagé l'échantillon. On va pourra présenter ça, mais il faut comprendre que l'identification a permis de voir effectivement une somme d'éléments qu'on n'a pas synthétisé ici et qui a abouti à faire l'échantillonnage. Maintenant, on peut vous présenter effectivement dans l'échantillonnage, il y avait combien de producteurs, il y avait combien de transformateurs, il y avait combien de commerçants. On peut le présenter. Voilà, on peut le présenter pour que vous puissiez avoir... Un peu sur le dernier point abordé par les consultants. En fait, on note que cette étude-là est évidemment basée sur les résultats des enquêtes. Donc c'est de là vient l'intérêt de savoir d'où on est parti en termes de population mère et ensuite quels étaient les quotas qui ont été utilisés pour dégager l'échantillon. Parce qu'à la fin, on se demande est-ce que les résultats qui sont donnés ici sont représentatifs des filières. Est-ce qu'on peut étendre ça à toute la région du Becker ou à toute la région de San Pedro? Donc c'est vraiment pour cela qu'on demande un peu de quoi on est parti en termes de population mère et quels étaient les quotas qui ont été utilisés pour dégager l'échantillon de base. Ça, c'était ma première intervention. La deuxième intervention, c'est au niveau même de la conduite des enquêtes. Bon, ici, on nous dit qu'il y a eu 712 acteurs, donc si on a les informations sur les échantillons, ça passe. Mais au niveau des groupes de discussion, c'était quelle méthodologie qui a été utilisée? Et puis, c'était quel groupe? Parce qu'on a plusieurs catégories d'acteurs finalement, on a des commerçants, des transformateurs. Donc, quand on dit 8 groupes de discussion, c'était avec qui? Donc, on n'a pas l'information complète là-dessus. Au niveau des entretiens approfondis, c'était également avec qui? C'était à travers des guides d'entretien ou des questionnaires individualisés. Donc, c'est des informations comme ça qui permettent d'apprécier un peu la méthodologie qui a été utilisée. Ça, c'était sur la méthodologie. Maintenant, au niveau du choix des spéculations, voilà, on a vu un peu les critères qui ont été présentés. Et dans la présentation ici, on a vu aussi les commentaires qui ont été faits. Mais la question qui se pose, c'est de voir comment ces critères ont été utilisés pour arriver à ces spéculations qui ont été retenues. Bon, je ne sais pas s'il y a eu un rapport préalable qui présente un peu tout ce scoring-là, mais c'est bon aussi de présenter
le matching entre les différents critères. Parce que quand on prend des filières comme le sésame ou le soja, on se demande comment on arrive à dégager cette filière-là par rapport à une autre filière. Donc, véritablement, il faut qu'on voit aussi comment ça a été fait en termes de matching de ces différents critères-là. Et la dernière intervention, c'est la présentation même des résultats des acteurs. Alors, lorsqu'on a fait tout ce travail-là, qu'est-ce qu'on obtient en termes d'acteurs? Est-ce qu'il s'agit juste des types d'acteurs? Parce que quand on dit que les acteurs, c'est les producteurs et leurs organisations, les transporteurs et leurs organisations, je pense qu'on n'est pas allé au bout, parce qu'on le savait plus ou moins avant même de conduire l'étude. On sait que dans la chaîne de commercialisation, il y a les producteurs, il y a les transformateurs. Mais en termes de catégorie, même de caractérisation, même des activités types, qu'est-ce qu'on peut ressortir en termes de typologie même de ces acteurs? Donc c'est sur ça aussi que l'analyse peut être menée sur la base, bien entendu, des résultats qui ont été obtenus sur le terrain. Voilà un peu mes préoccupation rejoint celle de Madame sur la clarification en fait de la conduite des focus group et des entretiens individuels. On a besoin d'avoir un peu plus de détails pour comprendre comment le processus a été mené. Mais c'est surtout au niveau du choix des cultures vivrières par famille. Sur quelle base on rejette une culture vivrière et qu'on retient d'autres cultures vivrières? Je prends l'exemple de la patate douce, qui pour moi dans la zone de Bouaké, dans la zone de Saint-Pedro, est une culture essentielle qui dans cette étude a été rejetée. Est-ce que ce n'est pas une façon d'éliminer certaines cultures qui pourraient être essentielles pour la nutrition de la population? Et dans la présentation du consultant, il a dit que les organisations professionnelles, selon son répertoire, soit n'existaient pas ou injoignables. Alors donc je voulais aussi poser la question, est-ce que vous avez approché la direction des organisations professionnelles qui est la TOPA, qui est au quotidien avec cette organisation pour vous mettre à disposition la base des données, ou bien sur quelle base vous avez eu votre répertoire des organisations professionnelles? L'autre préoccupation, vous avez dit que concernant les espaces, qu'il n'existe pas d'espace dédié aux vivriers. Bon, je voudrais savoir, parce que quand même, quand on va au marché, si c'est le marché traditionnel, quand tu dis je vais payer aubergines, au moins on va t'indiquer là où on vend les aubergines, ignames et autres. Est-ce que pour vous, ça ne suffit pas pour dire qu'il y a un espace, ou bien de quel espace vous voulez dire? Maintenant, l'autre préoccupation, je pense que là, ça s'adresse un peu peut-être à l'OCPV. Dans vos sélections, certainement dans les filières, je voulais savoir pourquoi les ressources animales n'ont pas été sélectionnées pour faire partie aussi des filières. Parce que dans les sélections, je n'ai pas vu les filières de ressources animales. Je pense que pour le moment, au niveau de la commercialisation, le directeur a certainement dit tout à l'heure d'interconnexion. Est-ce que dans vos rapports, peut-être comme vous dites que de voir aussi dans les rapports, comment se fait les transactions? Est-ce que vous avez pu avoir un système de transaction des producteurs jusqu'au marché? Bon, un peu comme chez nous les femmes, les femmes elles ont un système de transaction traditionnel qui existe là-bas. Il n'a rien à voir avec l'histoire d'Orange Money, est-ce que le modèle? Est-ce que dans vos recherches, vous avez pu avoir un système de transaction au niveau de la commercialisation? Donc voici un peu mes préoccupations. Merci. Bonjour à tous. Je voudrais, au nom du directeur général de l'administration du territoire, vous dire merci. Remercier la direction de l'OCPV. Je pense qu'au niveau de la présentation, on n'a pas besoin de donner tout ce qui est comme détail. On nous présente des éléments synthétiques pour que nous puissions échanger. Je pense que nous sommes là pour valider ce rapport provisoire. Je propose que nos échanges aillent vers ce sens-là. Nous avons pris le temps de feuilleter ce document-là et nous avons fait des observations. Tout à l'heure, on me disait qu'il y a une pause. J'espère qu'on aura le temps de revenir sur ces éléments-là. Je pense que la plupart des préoccupations s'intéressent aux aspects de méthodologie. Je voudrais qu'on retienne que cette étude-là
elle a reposé sur une approche beaucoup plus qualitative, mais pour certains acteurs, oui, on a fait le quantitatif. Pour les sources des OPA, nous avons eu à utiliser différentes sources. Il y a la source ANADER dans les zones, dans les différentes DR qui sont concernées. Il y a la source ANADER qui a été exploitée. Il y a la source MINADER sur le terrain qui a été exploitée. La source OCPV qui a été exploitée. Donc, ces différentes sources-là, dans le rapport d'identification, que vous n'avez pas sûrement, ces différentes listes d'OPA figurent dans le rapport d'identification. Bon, donc, certainement que vous n'avez pas tous les éléments détaillés. Ici, c'est vraiment l'exploitation de toutes ces données-là qui nous permet d'arriver aux conclusions que nous vous présentons. Donc, le rapport, c'est vraiment les conclusions des différentes analyses. C'est les conclusions des différentes analyses. Il y a beaucoup de travaux intermédiaires que le consultant fait. Il n'est pas tenu d'afficher tous ces petits travaux intermédiaires-là dans le rapport. Et donc, je souhaite qu'on le comprenne aussi très bien. Et c'est la conclusion, quand on arrive à une bonne conclusion, et on passe qu'on a fait un pas et on avance au pas suivant. Donc, mais en tout cas, pour les critères, retenons que la difficulté des données, de la disponibilité des données, nous ont amené à contourner et à retenir cette méthode pour aboutir à un scoring et qui nous a permis de classer et de retenir les filières les plus importantes dans les deux régions. Dans la question sur la production animale, je pense que quand dans les TDR, on vous dit choisissez deux spéculations par région, par famille de culture. Et quand on vous présente les familles de culture, famille de culture, on dit féculents, céréales, oléagineux, fruits et légumes. Bon, nous consultons là, comment on va faire pour mettre production animale là-bas? Donc, comprenez un peu que notre travail, c'est vraiment par rapport à une feuille de route. Et on fait au mieux pour vraiment donner le meilleur de nous-mêmes sur la feuille de route. Par exemple, au rejet de la patate douce. Bon, là aussi, c'est la méthode là qui nous a amené à ne pas repérer la patate douce. Alors quand on fait la démarche par rapport aux acteurs qu'on rencontre, et que ces acteurs se prononcent et qu'on fait le classement, c'est ce qui sort du classement là qu'on affiche ici comme résultat. Donc la patate douce, quand bien même ça a été cité, mais ça n'a pas ressorti dans le choix final. Voilà, donc comprenons ça. Ce n'est pas de notre volonté d'écarter certains éléments, mais que la démarche que nous avons optée, c'est cette démarche-là qui a abouti à cette conclusion. La commercialisation, bon, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, au fur et à mesure on va avancer dans la présentation, vous allez davantage, ces questions-là vont être abordées. Donc, soufflez un peu qu'on avance et qu'on apporte ces questions-là, vous allez prendre compte que ces questions sont traitées. Je pense qu'on a tourné, on a beaucoup échangé, mais madame, si vous regardez, on ne s'est pas éloigné du choix du gouvernement. Quand on a mis tous nos critères, le critère qui avait le poids le plus élevé, c'est que ça tombe dans le choix du gouvernement. Et quand nous tombons dans le choix du gouvernement, il n'y a pas de débat.
On s'arrête dessus parce que c'est là que c'est ce choix qui est porté auprès de nos partenaires pour qu'il y ait un financement derrière. C'est pour ça que nous avons choisi finalement ces spéculations-là. C'est vraiment l'élément qui a été déterminant. Même les spéculations comme le sésame, dont on peut dire, mais l'État le considère comme potentiel, comme un émergent, comme une spéculation sur laquelle il faut investir. Et donc, c'est ressorti dans notre choix pour qu'on regarde en réalité qu'est-ce qu'il y a sur le terrain par rapport à ces spéculations-là. Donc, c'était pour vraiment rassurer les participants que le choix que nous avons fait ne s'éloigne pas de ce que vous allez retrouver et dans le PNIA 1 et dans le PNIA 2 et aujourd'hui dans le PND 2021-2025. C'est l'orientation que l'État a prise, c'est ce que nous avons retenu. Merci.